Donc cette table ronde est organisée en 3 temps. Le premier temps, c'est pourquoi aujourd'hui il faut penser numérique et propriété produit pour la maquette numérique, pour la construction et la gestion des bâtiments. La deuxième partie, c'est comment on va pouvoir aller vers, en particulier, du e-catalogue et de la donnée produit qui va irriguer les maquettes numériques. Et on verra qu'il y a quelques difficultés et un facteur temps à ne pas négliger. Et la troisième table ronde, donc le troisième temps, ce sera sur que faire tout de suite pour ne pas attendre et pas se faire surprendre en quelque sorte par la vague qui va arriver, qui sera peut-être d'ailleurs une vague réglementaire. Donc pour étayer ces différents sujets et à travers nos 3 tables rondes, nous allons avoir 3 plateaux d'intervenants. Je vais demander au premier plateau de se présenter rapidement et Bertrand Delcambre initiera les débats. Je démarre. Une présentation rapide des 4 et ensuite vous reprenez la parole. D'accord. Donc Bertrand Delcambre, donc je suis conseiller général de l'écologie et du développement durable et chargé d'une mission par la ministre du Logement. Je reviendrai dessus. Lionel Quatrain, je suis chef de projet du plan bâtiment durable à la région Rhône-Alpes. François Pellegrin, architecte urbaniste, président d'honneur de l'UNSFA et membre du bureau du comité stratégique du plan bâtiment durable. Philippe Estingois, directeur général de l'agence Qualité Construction. Bien, Bertrand, donc je vous laisse introduire le sujet. D'abord, bonjour à tous. Comme je le disais à l'instant, je suis chargé depuis la fin du mois de juin d'une mission par la ministre du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, Madame Sylvia Pinel. Donc une mission destinée à étudier les conditions du développement, du déploiement du numérique dans le monde du bâtiment. Donc c'est une mission de quelques mois qui devrait se terminer prochainement, avec dans l'idée que le numérique peut être un élément de rupture très positive pour le monde du bâtiment, qui, comme vous le savez, quelque part est un peu aujourd'hui en panne, tant au niveau de la construction neuve que de la rénovation. On a des ambitions importantes, des besoins importants en France. On a besoin de beaucoup de logements, on a besoin de rénover, et la rénovation énergétique fait partie des grandes priorités nationales. Mais pour l'instant, tout ça ne se passe pas au rythme souhaité, donc on a besoin d'explorer des pistes pour accélérer tout ça, et donc il y a des efforts qui sont faits pour essayer de relancer le logement, la construction, et donc le numérique. On a été un certain nombre à pousser l'idée qu'effectivement le numérique pouvait être un facteur d'accélération et de progrès pour le monde du bâtiment. Alors l'histoire est déjà partie, l'histoire est en marche. J'étais au CSTB pendant longtemps, et au CSTB, on a vu venir un peu cette époque-là, et avec quelqu'un comme François Pellegrin, c'est un sujet qui nous mobilise depuis bientôt 30 ans. Mais la route est longue, la route est difficile, et il a fallu du temps pour petit à petit que ce sujet arrive à maturité. Donc cette mission, elle a pour objet de jeter les bases de ce qui pourrait être une feuille de route opérationnelle pour les quelques années à venir, de manière à faire en sorte que l'ensemble du monde du bâtiment s'approprie ces outils. Or, cette mission est en train de se terminer, et donc nous espérons effectivement, dans quelques temps, pouvoir annoncer des choses plus précises, un plan d'action, pourquoi pas. Donc voilà un peu l'introduction peut-être générale de cette mission. Alors cette matinée, avec les 3 tables rondes qui vont se dérouler devant vous, va cibler un peu la question, la problématique pour le numérique et pour le BIM en particulier de l'utilisation des produits de la construction. Les produits de la construction, c'est une information qui est nécessaire au quotidien de tous les acteurs.
très tôt dès le démarrage du projet, on commence à s'interroger sur les exigences en matière de produits, et puis petit à petit tout ça se précise pour aller jusqu'à de la prescription et puis de la mise en place de produits de construction, bien sûr, sur les chantiers. Et puis au-delà de ça, pendant toute la durée de vie des ouvrages, et là on parle de décennies, on a besoin régulièrement de se réinterroger sur les produits nécessaires à la fonction assurée par les ouvrages. Donc cette dimension produit, elle est au premier plan de la nécessité de ce qu'il faut pour que les professionnels se servent des outils numériques comme ils en ont besoin. Donc c'est un sujet essentiel et je suis sûr que ces 3 tables rondes vont nous éclairer sur à la fois le comment, le pourquoi, le comment et puis, comme le disait Alain Sevange, la route à suivre. En fait, ce sont les 3 temps de cette matinée. Donc, comme introduction, je vais peut-être en rester là, et puis on enchaîne donc sur la première table ronde. Alain. Très bien, merci Bertrand. Donc, comme vous le soulignez en introduction, par les temps qui courent, il y a peu de motifs de se réjouir dans le secteur de la construction et dans l'économie en général. Tout est dur. Donc, sans même parler de développement ou même de part de marché, il y a malgré tout, notamment François Pellegrin va nous en parler, des enjeux énormes en termes de coûts, de non-qualité, et c'est un petit peu le cheval de bataille, on va dire, de l'UNSFA. Bah écoutez, si, il y a un sujet pour se réjouir quand même dans cette période qui n'est pas une crise, je le rappelle souvent, mais une mutation, c'est justement le BIM. BIM que je traduis par bouleversement interprofessionnel majeur. En fait, il ne faut pas y voir un gadget électronique à la mode, c'est beaucoup plus sérieux que cela. Mais rien ne se passera si on ne met pas en place rapidement les conditions d'un jeu collectif autour du BIM. L'enjeu, c'est quoi? C'est donc pas de faire joujou avec un nouveau gadget. L'enjeu, c'est, par exemple, supprimer les 15 à 20 milliards de gaspillage annuel dû à la non-qualité, coût de non-qualité. L'enjeu, c'est de se forcer à avoir une vision globale de la programmation, conception, consultation, réalisation, exploitation, avec une vision donc partagée entre plusieurs acteurs. Vous le savez tous, mais quelques chiffres pour nous détendre. Sur 50 ans d'usage, dans le domaine résidentiel, un bâtiment, les coûts sur ces 50 ans d'un bâtiment d'habitation se répartissent de la façon suivante. 3% pour le montage, 2% pour la conception, 25% pour rémunérer les travaux, 70% pour l'exploitation de maintenance. Donc c'est pas la peine de faire des grandes écoles pour comprendre que si on veut réduire ce poste qui pèse très lourd, trop lourd, il faut sans doute revoir notre ingénierie financière et injecter un peu plus de moyens sur les 3 postes amont, le montage, la conception et la juste enveloppe pour les travaux de qualité. Une fois qu'on a dit ça, ces belles généralités, mais qui montrent quand même que c'est une stratégie gagnant-gagnant, mais que le point de déclenchement sera certes des incitations publiques, hein, comme les Anglais, dire bah, maintenant, fini de rigoler, on y va, c'est obligatoire. Et donc le deuxième qui va être questionné là-dedans, c'est le maître d'ouvrage. Il va falloir que le maître d'ouvrage comprenne que c'est lui qui va donner les clés et l'envie d'aller au BIM, que tous les acteurs y aillent. On le sait tous, la chaîne n'a pour résistance que le maillon le plus faible. Il est évident que si tout le monde ne joue pas là-dedans, quel est l'intérêt pour un archi de se casser la tête à saisir minutieusement un projet très renseigné si personne consomme derrière ou ne goûte aux fruits de son labeur? Voilà. Donc il faut que cette chaîne soit bien continue, c'est la première condition. Mais si on regarde après plus précisément, on va voir que dans ce bouleversement interprofessionnel majeur, on va aller jusqu'à cadencer différemment et rémunérer différemment chacune des étapes. On va voir
tous ceux qui le pratiquent se rendent compte que l'esquisse et l'avant-projet sommaire ont tendance à s'agglutiner. C'est pas en continuant à donner 5% à l'esquisse et 10% à l'avant-projet sommaire que le maître d'ouvrage incitera les acteurs à se mettre sérieusement au travail. Donc il va falloir revoir la rémunération de ces phases amont, où tout se joue. On va découvrir ensuite que justement cette esquisse APS peut être éclairée et pas comme seulement l'était l'esquisse, qui étaient des formes, des parties architecturaux, des masses. Là, on va pouvoir les qualifier. On va pouvoir qualifier la performance de ces formes urbaines. On peut les qualifier sur le plan environnemental, sur le plan de performance énergétique, sur le confort visuel, sur le coût global. On peut estimer un coût global dès l'esquisse, et il le faut d'ailleurs, après c'est trop tard. On va voir ensuite que les phases APS, plutôt APD et Pro, avant-projet détaillé et projet, vont aussi tendance à fusionner. Et on va voir, pour revenir sur le sujet du produit, des informations sur le produit, que on va pouvoir accumuler de l'information. On fait attention à une chose, c'est que trop d'informations tue l'information. Donc il va falloir passer de descriptions qui sont génériques. Quand on a rentré, nous, à l'esquisse ou à l'avant-projet, une porte, une fenêtre, un volet roulant, c'est un produit générique. Il n'y a aucune raison pour dire que c'est du 6 places qu'on a dessiné là-haut, à l'esquisse ou à l'APS. Par contre, il va falloir un moment passer du générique au prescriptif. Là, il faut qu'on puisse accéder des données. Mais si vous nous balancez sans tamis, sans filtre, toutes les données, je pense que ça ne marchera pas comme on l'attend et que ça risque même d'inciter certains à refermer le dossier en disant « c'est pas possible, je me noie ». Donc il va falloir tamiser ces données, sans doute en fonction de la phase dans laquelle on se situe. Ce n'est pas la même information, granulométrie d'information que je cherche quand je suis à la phase esquisse ou à la phase projet. Et ce n'est pas la même information que je cherche aussi quand je suis contrôleur technique, quand je suis entreprise, quand je suis architecte, quand je suis thermicien. Voilà pourquoi il va être important de pouvoir bien codifier toutes ces informations pour exercer les bons filtres. À la phase dossier de consultation des entreprises, c'est sûr qu'avec le BIM, on va découvrir de nouvelles façons de consulter. Ça réinterroge la façon d'organiser un dossier de consultation d'entreprise. Parce qu'il va falloir admettre l'idée qu'on va leur livrer la maquette et qu'elles pourront, sur cette maquette, si c'est autorisé, faire des variantes, voilà, sans passer des heures et des heures à faire des métrés et à perdre de l'argent. Sur la phase chantier, on peut imaginer que le BIM, c'est pas qu'on peut l'imaginer, moi je le vis depuis des années, le BIM apporte plein de choses. Quand vous êtes avec un compagnon qui n'a évidemment pas le descriptif, qui ne parle pas forcément bien le français, ou ne comprend pas forcément bien, ben rien de tel que votre tablette avec le 3D, le zoom et la coupe sur le volet roulant et le raccord avec... Voilà, on embarque de l'information qu'on partage facilement. On va découvrir d'ailleurs que ce BIM va jouer un rôle majeur sur l'aspect communication du projet, que ce soit avec l'élu, le maire ou les riverains dans la phase concertation, ou, comme je viens de le dire, en phase chantier. En phase chantier, ça peut aller plus loin. Il n'y a qu'un clic et on tombe sur le carnet de chantier, on tombe sur la petite vidéo que la QC a sortie sur comment bien poser le carrelage, et il n'y a plus de discours. On est dans la précision, on rejoint la conception et le geste de l'entreprise. Donc, je vais m'arrêter là-dessus parce que j'ai mangé mon temps, je pense, mais c'est pour vous dire que c'est véritablement un bouleversement interprofessionnel majeur très fort, et encore, je ne dis qu'une toute petite partie, parce que le vrai sujet, c'est de faire de ces systèmes des systèmes d'autocontrôle avec des superviseurs de contraintes pour fiabiliser et donner de la confiance de bout en bout dans toute la ligne. François, si tu permets, tu n'as rien dit sur l'ordre de grandeur des projets aujourd'hui
qui utilisent le BIM, et je crois que ton expérience est particulièrement intéressante. Et voilà. Oui, moi je suis un petit architecte, on a un peu redescendu, on est 6 collaborateurs, enfin 6 personnes, et donc nos plus gros projets, ils ne dépassent pas 10 millions d'euros, mais on a des projets qui démarrent à 50 000 ou 100 000 euros. 50 000 ou 100 000 euros, je fais une maquette numérique. De toute façon, c'est ma culture. Je dis toujours, moi, ce qui me coûterait cher, c'est si on m'obligeait demain à travailler sur AutoCAD. Parce qu'il faudrait que je bouleverse mes habitudes. Mais tous ceux qui travaillent en 3D le font sur n'importe quel petit projet. Donc je m'inscris en faux contre ceux qui pensent que c'est réservé aux philharmoniques. Et ça, c'est une des questions essentielles pour le monde du bâtiment. Comme vous le savez, c'est un monde qui est très fragmenté, avec beaucoup de tout petits acteurs. Et donc il faut effectivement convaincre tout le monde que le BIM et le numérique, c'est pour tout le monde, y compris pour les petits acteurs et pour les petits projets de construction et de rénovation. Et François est à ce titre un témoin remarquable. Bien, merci. Donc on a quelque part évacué déjà un problème, et c'est très bien. On a dit finalement les aspects gadgets et autres et 3D, c'est pas le fond du problème, ça rend service. Mais ce qui est fondamental, c'est de véhiculer des données produits qui vont être utiles tout au long du cycle de vie d'un projet et pour les différents professionnels. Et se pose alors le problème des interfaces entre les professions, des interfaces entre les outils, comme se posait d'ailleurs le problème des interfaces entre les objets du bâtiment. Donc ça, c'est un petit peu l'analyse de l'AQC. Monsieur Estingois. Oui, merci. Je vais donner un chiffre aussi, moi, qui m'intéresse beaucoup en complément de ce que François vient de vous indiquer. Donc il a parlé du coût des différentes phases. Ce qui est intéressant de retenir en même temps, ce sont les coûts générés par chacune des phases. Donc à la fois le montage et la conception, tel qu'il vous l'a indiqué, ça coûte 5% dans l'opération. Ça génère 70 à 80% des dépenses de l'opération. Donc là où on dépense 5%, on génère 70 à 80%. C'est un chiffre qui est fondamental. Donc sur ces 5%, il ne faut pas louper ce qu'on fait. Donc c'est un point que vraiment, si vous avez un truc à retenir, retenez ça. 5% tu tires en bas. Oui, non, 5% de l'ensemble de l'opération, de l'ensemble de la dépense. Je ne tire pas bas, jamais sur les... Justement, il faut mettre beaucoup dans les études. Donc l'agence qualité construction a pour vocation de faire de la prévention de la pathologie. Qu'est-ce que l'on fait comme constat des principales pathologies? Elles sont essentiellement liées à des problèmes, donc comme ça vous a été indiqué, d'interface entre les produits. Donc énormément de pathologies dans les interfaces entre produits. Des pathologies liées aux interfaces entre acteurs, les acteurs qui se parlent pas complètement ou qui oublient de se parler, ça génère des pathologies. Et puis, autre pathologie, l'insuffisance des études. Donc les 5%, donc sur l'ensemble de l'opération, donc c'est souvent trop faible, et donc des économies sur les études, ça génère de la pathologie. Donc ce sont des messages forts qu'il faut tenir passer. Le BIM, donc ça va pas changer la théorie. Ça ne doit pas changer la théorie. C'est un outil qui va servir justement à améliorer les pratiques. Donc aujourd'hui, dans le bâtiment, on a énormément de documentation complexe, difficile à acquérir, difficile à mémoriser. Donc avec le BIM, avec l'écriture commune de l'ensemble de ces documents, on va pouvoir effectivement les partager et s'assurer de la qualité des interfaces entre les produits, tant au niveau des enjeux de géométrie, donc des tolérances entre produits, que des enjeux de compatibilité physico-chimique entre produits, ce que l'on n'a pas aujourd'hui. Donc on l'a par le savoir. C'est un savoir qui est compliqué à acquérir, qui est très très lourd à acquérir, qui est très très lourd au-delà de l'acquisition à intégrer et à synthétiser. Et donc la réalité, c'est que sur le terrain, on voit des défauts qui sont liés à ça, avec le BIM, avec les bibliothèques de données, avec les bibliothèques d'informations qu'on trouvera dans le BIM, qu'on doit trouver dans le BIM. Donc on aura en direct, comme sur un certain nombre d'autres outils informatiques, les informations, les alertes, les didacticiels pour aider à faire, et c'est important. Deuxième élément, les interfaces entre acteurs. La réalité, sur le terrain, la théorie, elle est là, les acteurs sont censés se parler, il existe ces différentes phases de réflexion par rapport à ça. Le sujet de la synthèse des plans d'atelier de chantier, c'est un sujet qui est connu de tous, normalement. C'est un sujet qui n'est pas pratiqué. On fait de la synthèse encore jusqu'à
quelques semaines avant la réception. C'est complètement anormal. La synthèse, elle doit être bouclée donc, au moment où on lance le chantier. On doit savoir comment les uns et les autres travaillent les uns par rapport aux autres. Donc il n'est pas normal qu'on ne l'ait pas. Le BIM va forcer à l'avoir. C'est-à-dire qu'il ne va pas changer une règle, il va imposer une pratique. Et c'est tout à fait essentiel qu'il impose cette pratique. Voilà. Donc le BIM, c'est pas la révolution, c'est un outil qui est là pour aider, c'est un outil qui est là pour forcer la bonne pratique, et c'est un outil qui va permettre donc de prévenir de la pathologie dans la construction. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'AQC, nous sommes particulièrement attentifs donc, aux avancées donc, sur ce sujet-là, puisque autre chiffre donc, fondamentalement désagréable, grosso modo, donc, on considère que c'est un chiffre communément admis aujourd'hui. Donc les malfaçons, quelles qu'elles soient, ça génère 10% de pertes financières au regard du coût de la construction. Ce qui est énorme, énorme. Hein. C'est pas seulement 10% pris en charge par les assurances dans le cadre des garanties diverses et variées, hein, puisque c'est beaucoup moins, c'est entre 5 et 6%, mais c'est aussi donc, les surcoûts de fonctionnement, c'est aussi ce qui est pris en charge directement par l'entreprise pour rattraper le truc sur le chantier et qui facture nulle part. Donc c'est ça aussi donc, ce qu'on trouve donc, dans la non-qualité. Alors cette non-qualité, on la voyait de façon parfois encore marginale donc, quand on avait peu d'exigences. Maintenant, avec donc, les exigences qui augmentent, donc, la juste politique en termes de performance énergétique, donc tous les petits détails qui n'étaient pas bien traités hier, ce sont les pathologies de demain, ce sont les dépenses supplémentaires de demain. Voilà le message que je voulais passer sur le sujet. Bien, merci. Donc beaucoup de travail, et travail qui a démarré déjà la région Rhône-Alpes à travers le plan bâtiment régional. Donc quelques retours d'expérience. Alors, retour d'expérience très, très court, parce qu'en fait on vient de lancer le plan bâtiment durable en Rhône-Alpes le 17 novembre dernier. Par contre, l'approche qu'on a nous par rapport au BIM, c'est de se dire que c'est un produit effectivement innovant dans le monde du bâtiment, même s'il est partagé par beaucoup d'entre vous. Il est encore très peu partagé, voire pas partagé par la plupart des artisans. Et malheureusement, dans le secteur de la rénovation qui nous intéresse, nous, dans le cadre du plan bâtiment durable, les artisans ne sont pas forcément les premiers utilisateurs du BIM, parce que pour eux, c'est une contrainte supplémentaire et c'est surtout un investissement supplémentaire vers lequel ils n'ont pas forcément envie de s'engager. Dans le cadre du plan bâtiment durable, nous avons quand même un certain nombre de thématiques de travail sur lesquelles nous avons mobilisé les acteurs. Les premières réunions vont se déclencher d'ici la fin de l'année et se dérouler tout au long de l'année 2015. L'idée, c'est de faire en sorte de se faire se rencontrer l'offre de services, donc tous les acteurs de la construction, du maître d'ouvrage jusqu'aux entreprises et aux artisans, et les faire rencontrer avec la demande. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que par rapport aux objectifs nationaux de 500 000 logements rénovés, on en est très loin aujourd'hui, et que ce qu'il faut, c'est que la demande puisse avoir le sentiment qu'elle peut s'engager dans la rénovation énergétique en toute confiance et en sachant où elle va. L'idée du plan bâtiment durable, c'est donc ça pour nous, faire se rencontrer l'offre et la demande et faire de la rénovation énergétique qui peut apparaître comme une contrainte, en faire une opportunité économique pour tout le secteur du bâtiment. Donc ça peut paraître ambitieux, ça peut paraître un peu idéaliste, mais on pense très, très honnêtement qu'aujourd'hui l'offre est là, elle a juste besoin d'être mieux structurée, mieux organisée, peut-être de savoir mieux se vendre. La demande, elle demande surtout à être assurée et à de savoir comment elle va financer un peu toutes ces opérations. Donc pour en revenir à notre sujet du BIM, à la région Rhône-Alpes, on s'est engagé sur les questions de BIM par rapport à notre parc de lycées. Puisqu'on a quand même en région Rhône-Alpes 270 lycées, un peu plus de 4 millions de mètres carrés de chaudes. Et aujourd'hui, ça nous coûte environ 44 millions de dotations pour l'énergie des lycées. 44 millions tous les ans que la région verse avec les impôts des Rhône-Alpins pour financer l'énergie dans les lycées. On a lancé donc une vaste opération pour répertorier les potentielles économies d'énergie, et on estime qu'on peut envisager une économie de l'ordre de 3 millions d'euros par an
sur la consommation d'énergie et également sur dès la conception des bâtiments. Aujourd'hui, on a fait une étude à l'échelle de la région sur qu'est-ce que le BIM coûterait à la région, puisque en tant que maître d'ouvrage, pour nous, c'est un coût d'investissement de numériser l'ensemble de notre parc. Le calcul est simple, hein, vous multipliez 4,3 millions de mètres carrés de chaude, vous les multipliez par 2 € à peu près par mètre carré, vous avez un investissement de l'ordre de 7 millions d'euros. Donc très rapidement, quand vous dites aux élus, cette année on va peut-être pas faire tel lycée ou tel lycée parce qu'il va falloir qu'on investisse dans la numérisation de nos lycées, la décision n'est pas forcément évidente à prendre. En tout cas, en fin de mandat, c'est pas la décision que les élus prendront. Parce que bien évidemment, il est plus urgent de rénover les lycées et de faire les travaux plutôt que d'investir dans des opérations à long terme. Par contre, l'objectif, on le garde, mais c'est un objectif d'investissement bien sûr, mais également de fonctionnement, puisqu'en termes de ressources humaines nécessaires à déployer à l'échelle de Rhône-Alpes, c'est à peu près entre 3 et 5 équivalents temps plein sur plusieurs années qu'il faut recruter. Donc ça veut dire recruter des gens, même si c'est temporaire pendant un moment, pour leur faire uniquement saisir les données et rentrer dans la maquette numérique. Donc oui, pour nous, la maquette numérique et le BIM, on y croit, on pense que c'est intéressant. On est plutôt sceptique sur le fait de l'engager sur des petits chantiers ou des petits travaux, parce que pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, le lien avec les artisans notamment, et le fait que pour les artisans, c'est des investissements qui n'ont pas forcément ni envie de consentir, ni les moyens de consentir. Mais ceci dit, on a quand même lancé en Rhône-Alpes un projet, puisqu'on finance une plateforme que vous connaissez peut-être qui s'appelle Astuce Construction, et qui a accompagné notamment un projet de médiathèque. Et pour convaincre les élus des vertus du BIM, en fait, on a demandé à ce que cette médiathèque soit dès la conception, intègre le BIM dans les travaux. Et donc du coup, dès la conception, les élus, on peut mesurer que sur les 4 millions d'euros estimés au départ, le fait de numériser, donc d'optimiser toutes les quantités de matériaux et de besoins du chantier, on pouvait diminuer l'enveloppe de 10%. Donc c'est basique, c'est un peu simpliste, mais pour les élus, 10% de 4 millions, tout de suite ils se disent ça je peux en faire autre chose. Donc voilà, pour nous le BIM c'est ça, donc oui pour le BIM. Par contre, je suis plus réservé sur le BIM, sur les petits projets, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Vous avez raison d'être réservé, mais c'est précisément les questions qu'on se pose. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments, et quand on rencontre, y compris la CAPEB, qui est la Confédération des artisans des petites entreprises du bâtiment, et c'est la même chose pour la FFB, on se rend compte qu'au niveau de ces petites entreprises, on ne parle même pas de bureau d'études ou d'un cabinet d'architectes, il y a une sensibilisation, une prise de conscience qu'ils doivent y aller. C'est une question de génération. C'est aussi une façon de faire venir des jeunes, des nouvelles générations dans le monde du bâtiment. Les nouveaux artisans, les jeunes, sont nés avec des outils dans la poche, smartphone, tablette, et ils veulent s'en servir. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'ils n'y viennent pas. C'est vrai qu'il y a encore une route, il y a encore aussi quelques années où il faut démontrer que tout ça est possible, mais on va y venir. Voilà. En tout cas, merci pour ce témoignage très positif déjà sur les lycées et sur la médiathèque. Et juste pour revenir sur l'investissement de la région, 7 ou 8 millions d'euros, vous pouvez leur dire qu'il y a des expériences qui montrent que le retour sur investissement va être très rapide. Très rapide. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une décision peut-être difficile à prendre, mais ça vaut le coup. Bien, merci. Nous allons passer la parole à la salle. Je voulais juste faire un petit complément de ce qui se passe dans la région Alsace, également d'enseignements tirés du livre blanc sur la maquette numérique fait l'année dernière. Donc c'est relatif aux économies qu'on peut attendre sur tout ce qui est entretien-maintenance des patrimoines. Et là, finalement, on ne demande pas quelque part aux professionnels de prendre en main la maquette numérique, c'est plutôt le maître d'ouvrage qui prend en main l'outil pour ses propres métiers d'entretien-maintenance. Et là, il y a des gains considérables qui ont été mesurés de l'ordre de 7% sur des budgets annuels de 25 € du mètre carré. Donc sur 4 millions de mètres carrés, ça commence à faire quelques millions d'euros aussi qui peuvent intéresser la région.
sachant que bien entendu il faut que les deux volets évoluent de concert, c'est-à-dire les professionnels et la maîtrise d'ouvrage. Nous avons 5 minutes de questions-réponses avant de passer à la petite table ronde suivante. Merci à nos intervenants de toute manière, mais vous avez je peux prendre 2-3 questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi j'ai une question, alors Didier Balaguet, Pluristop, j'ai une question à l'attention de M. Philippe Estingois. Vous avez parlé finalement de coûts liés à des défauts d'interopérabilité entre acteurs et entre produits. Je crois que vous gérez un observatoire de ces sinistres. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu une proportion, une quantification de finalement ce type de défauts par rapport à l'ensemble des défauts de non-qualité? Alors je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, j'ai une très très mauvaise mémoire. Donc ce sont des défauts qui se classent parmi les plus gros paquets. Et je vous invite à aller sur le site de l'AQC, vous avez toutes les données qui sont à votre disposition. Vous tapez qualité construction, vous t'envoyez sur le site de l'AQC. Donc vous aurez l'ensemble des informations. Donc ce que nous donnons c'est gratuit, donc vous pouvez télécharger tous nos documents et puis d'autres documents sur notre stand. Donc vous aurez des informations complémentaires. C'est plus de la moitié, mais c'est pas tout à fait classé comme ça, donc c'est pour ça que j'en dis pas plus, hein, mais c'est très majoritaire. Oui, bonjour, Eric Bataille, Société O2D Environnement. Bien sûr, on est dans un salon qui est plutôt consacré au bâtiment. Mon activité se situe plus dans le domaine des infrastructures extérieures et je vais profiter de la large palette de compétences présentes pour savoir si dans ce domaine aussi il existe des initiatives identiques, est-ce qu'on est en avance, en retard, etc. Merci. Oui, non, effectivement. Effectivement et heureusement, il se passe des choses aussi en dehors du bâtiment et dans le domaine des infrastructures, du génie civil et globalement de l'ensemble finalement des réseaux dont le bâtiment a besoin pour fonctionner. Il y a des travaux de recherche et d'expérimentation et de normalisation qui sont en cours. Il y a un très beau projet qui s'appelle Mind et qui fera l'objet d'un séminaire de recherche si ça vous intéresse ce soir à la FNTP. Hein, je me tourne vers Eric Castin, Christophe Castin, pardon, je confonds toujours, excuse-moi. Christophe Castin, FNTP, c'est 3 rue de Berry, hein, 9 rue de Berry. 3 ou 9 rue de Berry, enfin vous devriez trouver, et donc vous saurez tout effectivement de ce qui se passe dans le domaine des infrastructures, et comme vous l'imaginez, les grands groupes du BTP et de l'ingénierie sont concernés, sont impliqués, sont mobilisés déjà depuis une bonne dizaine d'années. Hein, voilà, il y a eu des travaux antérieurs et aujourd'hui tout ça est en train de s'accélérer et on va s'arranger pour que ça soit complètement en phase avec ce qu'on veut pousser dans le monde du bâtiment, bien sûr. Oui, je voulais poser une question à M. Pellegrin, mais peut-être d'autres pourront y répondre. Tout à l'heure, vous avez abordé un sujet très sensible, enfin, en ce qui me concerne, et puis votre position sur l'avenir de la synthèse, justement dans la maquette, pour s'inscrire dans la maquette numérique. Voilà, je vous remercie d'avance. Mais... Merci pour cette excellente question, parce que là aussi, on voit que ça va faire bouger les lignes. Ces missions, il faut prendre le décret d'ingénierie de 73 pour se souvenir des STD et des PEO, spécifications techniques détaillées, et des plans d'exécution. En France, il y a des lobbying plus ou moins puissants, et il y en a qui sont plus puissants en tout cas que ceux des concepteurs. Les entreprises ont obtenu
sont battus pour obtenir que l'ingénierie de conception ne soit pas confiée aux concepteurs, mais soit confiée à eux, réalisateurs. C'est l'inverse des pratiques anglo-saxonnes, où la maîtrise d'œuvre va jusqu'au nombre de tours de boulon qu'il faut donner pour... Voilà. Bon. C'est ainsi. Le BIM rebat les cartes. Le BIM va évidemment permettre, il faut que le maître d'ouvrage le comprenne, c'est son intérêt, de confier à la maîtrise d'œuvre les missions d'exécution, la production des maîtrés et évidemment la synthèse. Pourquoi attendre que le chantier ait démarré pour faire la synthèse? Voilà. Bien. Je suis désolé, il faut qu'on enchaîne, mais il y aura encore une autre série de questions. Il y aura 2 autres séries de questions. Je merci donc à nos intervenants et je demande à la deuxième table de terminer.